Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Mais cette fois-ci, pas pour parler de presque qualité, mais du chef-d'œuvrissime Jurassic Park. On avait voulu vous en faire la critique rétro depuis longtemps, mais car émotionnellement, on n'était pas dans une zone où il pouvait nous parler de ce film avec le phrasé. Vraiment, je le sens très très chaud pour vous parler de ce film qui est un de ses films préférés. Alors oui, c'est pas un des films, c'est le. C'est un faux fan. Il n'aime pas vraiment le film. Il met des dinosaures dans son décor pour qu'on croie qu'il aime bien le film, etc. Je sais que beaucoup de personnes disent ça sur Internet, mais il va aujourd'hui nous prouver que non, il aime beaucoup Jurassic Park. Peut-être pas autant que Jurassic World, mais ça, il va nous expliquer pourquoi. Oh non, t'as pas le droit de dire ça. Non, t'as pas le droit. Ben, on fera la critique rétro de Jurassic World aussi si on continue après dans Jurassic 30 ans. Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, etc. Du coup, mon cher Kerr, alors peux-tu nous remettre les choses en place sur Jurassic Park ? Alors, Jurassic Park, film sorti en 1993, le 20 octobre 1993. Moi, je l'ai vu 9 jours plus tard, le 29 octobre 1993, à la séance de 15 heures dans le cinéma d'Abbeville avec ma maman. Séance ciné la plus marquante de ma vie, sans aucun doute. Ceux qui ont vu le top 5 de Spielberg savent, parce que j'en ai beaucoup parlé, ce que représente Jurassic Park pour moi. Je recontextualise un peu plus, je recentre sur le film. Donc, film de Steven Spielberg. Steven Spielberg, ça n'est pas n'importe qui. Au moment où il sort ce film, c'est le monsieur qui a pondu le film qui a rapporté le plus de dollars dans l'histoire du cinéma, puisque c'est E.T. E.T. sera battu en 98 par Titanic, mais Spielberg, donc c'était un immense poids lourd, bien évidemment, les Indiana Jones, etc. Et là, il revient donc avec un nouveau film qui sera suivi quelques mois après par un autre de ses chefs-d'œuvre qui est La Liste de Schindler. Mais là, il revient sur l'adaptation donc des romans de Michael Crichton, donc qui est décédé, donc paix à son âme, et qui accessoirement était aussi celui qui était derrière la série Urgence, pour ceux qui ne le savent pas. Et Michael Crichton avait écrit donc 2 livres, Le Parc Jurassique et Le Monde Perdu, que Spielberg va adapter donc au cinéma avec son scénariste fétiche qui est David Koepp, qui va être le scénariste du prochain Jurassic World. Alors au casting, on a Sam Neill, on a Laura Dern qui joue Ellie Slater, on a Jeff Goldblum qui s'était fait connaître pour être le héros du film La Mouche de Cronenberg, on a Richard Attenborough qui avait remporté plusieurs prix majeurs pour le film Gandhi, qui était sorti l'année de notre naissance, mon cher Greg, en 1983. Si on va un peu plus loin, on a B.D. Wong qui joue donc le Dr. Wu et qui va ensuite apparaître dans les Jurassic World avec un rôle très différent de celui qu'il a dans Jurassic Park. On a Martin Ferrero qui joue Gennaro, et on a aussi, et ça c'est un acteur que je veux citer aussi, que j'aime beaucoup dans le film et qui est décédé, c'est Bob Peck qui jouait Robert Muldoon, petite futée dira-t-il dans le film. Et on a un acteur qui donc à ce moment-là de sa carrière n'est pas aussi connu que maintenant, c'est Samuel L. Jackson qui joue donc Ray Arnold. Bien évidemment, on a aussi Wayne Knight qui joue Dennis Nedry. Enfin, on a un casting qui est devenu culte, parce que le film est devenu culte, et au moment de sa sortie, Jurassic Park va faire énormément de bruit, et il va avoir un impact sur les jeunes générations qui vont le voir. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque moi, je me suis passionné depuis Jurassic Park pour déjà sans Jurassic Park, c'est le film qui me fait intéresser au cinéma. Et c'est le film aussi aux fougères aussi, et aux plantes, parce qu'on voit derrière toi que tu as de nombreuses plantes vertes suite au tournage dans les îles tropicales. On voit que tu as à la fois vraiment de la plante dite épineuse, et aussi de la feuillue. Tu as vraiment déclenché ta passion à ce moment-là. Non, mais par contre, ça m'a aussi énormément passionné pendant des années et des années et des années à la paléontologie, comme plein de gamins qui ont vu Jurassic Park. Et il y avait une conseillère d'orientation qui m'avait dit arrête, tu ne seras jamais paléontologue. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, récemment, j'ai lu un ouvrage d'un paléontologue
qui est de notre génération, mon cher Greg, et qui parle de l'influence de Jurassic Park sur les générations de paléontologues, puisqu'il parle de la génération Jurassic Park, qui va être toute une vague de paléontologues qui vont énormément rebooster le milieu de la paléontologie et s'acharner notamment sur des sites de fouilles et faire des découvertes majeures, tant sur la période des dinosaures que sur la période précédente, la période permienne. Donc c'est vachement intéressant de voir que Jurassic Park a eu un vrai impact sur le milieu de la paléontologie, alors que le film est littéralement une fiction, puisque quand le film est sorti, il y a plein de paléontologues qui nous ont expliqué que c'était littéralement impossible de faire renaître les dinosaures comme ils le font dans le film, donc brisant nos rêves d'enfants, mais bon, tant pis. Donc voilà pour la contextualisation. Alors moi je vais être très honnête avec vous, je ne vais pas réussir à faire une critique objective de Jurassic Park. Je pense que c'est le seul film sur Terre sur lequel je ne peux vraiment... Je vais dire à quel point je l'aime, mais je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Mais toi, mon cher Greg, vu que tu n'aimes pas vraiment Jurassic Park, on le sait, c'est comme ça, tu vas nous en faire une critique objective. Alors, on t'écoute. Effectivement, j'ai toujours été beaucoup plus Jurassic World que Jurassic Park, hein, mais tu en parleras juste après. Parce que bon, on va dire, Sam Neill, Sam Neill, tu lui dis va porter des haltères versus Chris Pratt, j'ai envie de dire il est nulle part, Sam Neill. Donc du coup déjà ça fait une grande force à Jurassic World. Plus sérieusement, Jurassic Park était aussi un film qui m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a fait flipper de fou. Je l'ai vu donc à l'âge de Kerr, parce qu'on a exactement le même âge, et donc on était en primaire, c'est ça, et je me souviens on avait 10 ans. Ouais, 10 ans, on était soit en CM2, soit en 6e. Moi, j'étais en 6e. Et je me souviens que je ne voulais plus qu'on ferme les portes dans la maison parce que j'avais toujours l'impression que le dinosaure avec la collerette... Le raptor allait... Non, pas les raptors, celui avec la collerette allait arriver pour me cracher le dilophosaure à la gueule. Ouais. Et du coup, ça vraiment, ce film, pour les 10 ans... c'est tout à fait parfait. Mais une fois qu'on sort de ça et qu'on sort de ces flips qui ont duré quelques années, évidemment, du coup, ce qui est hyper agréable avec ce film, ce qui en fait un chef-d'œuvre du cinéma, c'est qu'en fait, il parle à tout le monde parce qu'il a plein de niveaux de lecture. Le film, c'est au niveau le plus basique. On voit des dinosaures. C'est incroyable. On voit pour la première fois des dinosaures en 3D. Je suis au niveau 0 de l'interprétation. On voit des dinosaures. On a 10 ans. C'est incroyable. Effectivement, ils ont vieilli, ces dinosaures, avec la 3D. Mais pas tant que ça. Je trouve honnêtement qu'elle se tient toujours pas mal. Et niveau numéro 2, c'est un extrêmement bon film d'aventure. On sent la patte du réalisateur qui a fait les Indiana Jones. Cette première scène, hein, alors pour ceux qui s'en souviennent pas parce que c'était il y a longtemps, la première scène, il pleut, de nombreux hommes sont en train de pousser des cages en métal et on entend des bruits d'animaux dangereux derrière, et puis au final ce qui arrive, ce qui doit arriver arrivera, il y a des blessés. On a ce côté, on a l'impression... il y a un mort. Il n'y a pas des blessés, il y a un mort. Et Muldoon qui crie « Abattez-la ! Abattez-la !» Et on a vraiment la sensation que, un petit peu de la même manière dont il traite ça dans l'Indiana Jones, on a quelque chose de dangereux, de mystérieux qui arrive. Et le film est construit, j'ai refait un petit point en prenant le temps de chaque période, enfin du synopsis, du scénario du film. J'ai essayé de redécouper, et c'est vraiment marrant parce que on a scène d'aventure où les dinosaures sont montrés comme dangereux, et après on a une scène de réflexion, psychologie, réflexion sur pourquoi on fait ça, et ensuite une scène sur l'émerveillement pour les dinosaures qui est rebalancée par de nouveau le risque des dinosaures, puis on nous parle du risque moral de refaire ces dinosaures, puis de nouveau on est émerveillé, puis on est de nouveau dans l'affaire et dans la flip. Et en fait, le film est vraiment un cycle comme ça qui est très clair. Enfin, j'ai pris les timings. 20 minutes de film, on découvre
les dinosaures. À 25 minutes, c'est Monsieur ADN et le laboratoire, donc on est sur la logique. À 32 minutes, paf, on remet un coup sur le danger avec la vache, la scène de la vache qui est absolument géniale, où juste la vache est descendue et puis ne remontera rien. Et donc en fait on est vraiment il y a un cycle, et ce cycle, cette trinité, je trouve marche extrêmement bien dans le film, puisqu'on est tout le temps tenu dans une haleine. On a une bulle d'action, cette bulle d'action redescend par une réflexion plus générale sur la nature et l'homme, etc. Puis on est de nouveau mis en tant que spectateur avec les yeux d'un enfant. Bon, dans le cas de Kerr et moi, c'était littéralement le cas. Nous étions des enfants. Et ensuite, paf, on nous rappelle qu'on est dans un film et qu'il faut faire attention. Et c'est vraiment... cette construction est extrêmement bien faite, extrêmement bien timée. Et le film dure 2 heures. C'est un film de 2 heures il n'y a rien acheté, il n'y a pas de scène où on pourrait dire je la prends, je la supprime, je la jette. Et ça en fait un film qui est extrêmement bien rythmé, extrêmement bien tendu, jusqu'à la fin même. La fin, quand les personnages, quand l'histoire se termine, quand les Vélociraptors sont dans la cuisine, c'est 1h48. Il y a le combat avec T-Rex et Vélo. Et ils prennent l'hélico, ils se barrent, fin du film, et ils sont dans l'hélico. Il n'y a pas un épilogue sur ah oui, qu'est-ce qu'on va faire, on en parlera dans une suite. Ils sont dans l'hélico, fin du film. Le film est extrêmement bien rythmé, extrêmement bien construit. Il a une photo, les scènes de pluie dans cette île tropicale et tout sont vraiment la marque de fabrique, je trouve, de Jurassic Park. C'est étonnant même qu'ils ne les ont pas plus repris comme étant quelque chose du cahier des charges Jurassic Park. Il y a certes les dinosaures, à chaque fois il faut qu'il y ait une grande scène de T-Rex, mais d'avoir ces scènes de pluie inquiétantes dans ces forêts tropicales, je trouve que ça, c'est vraiment pour moi l'ADN de Jurassic Park. Et il y a des fois, quand je regarde, quand j'ai la chance de me trouver proche de forêts tropicales pendant les vacances, il y a par exemple au Japon l'été dernier, il y a des moments où je voyais une grande forêt et j'avais l'impression qu'un T-Rex allait sortir de la forêt. J'ai complètement associé les forêts tropicales à Jurassic Park, je pense, pour toujours. Les personnages sont hyper charismatiques et hyper emblématiques, et c'est là où on voit la qualité d'écriture et la qualité du casting. Alors c'est vrai avec le docteur Alan Grant, qui a un petit peu le Indiana Jones, qui a décidé de faire moins de sport et de plus bouquiner que Indy. Il y a Goldblum avec Ian Malcolm, l'homme qui a fait des mèmes sur son torse à la fois musclé mais naturel, et quand il fait ses longues tirades, on en parlera un peu dans les trivia. Richard Attenborough avec John Hammond qui dépense sans compter. On a vraiment tellement de personnages qui sont mémorables. Évidemment, Laura Dern qui joue Ellie Satthier. C'est Settler, pardon. Enfin. C'est une galerie de personnages qui sont tous plus intéressants que les uns que les autres. Et puis on a les personnages secondaires, c'est Samuel L. Jackson. Enfin, le casting est incroyablement bien construit. Et puis on est dans cette époque où certes il y a de la 3D, mais on n'oublie pas de faire de l'animatronics pour avoir un côté beaucoup plus réaliste et qui pour le coup lui ne vieillit absolument pas des dinosaures. C'est la bonne personne sur le bon scénario avec les bons acteurs. Enfin, il y a une part de hasard dans tout ça. Bon, après de génie de Spielberg qui arrive à mettre tout ça en place, mais il y a c'est le moment où tout marche. Et je suis surpris que Jurassic Park ne soit pas aujourd'hui une licence plus forte qu'elle n'est. Peut-être parce que les suites sont moins bien. Elle a été maltraitée à partir du 3 en fait. Ouais, mais le truc c'est que là, il y a toutes les bases pour avoir une licence, une franchise qui est peut-être un tout petit peu en dessous, mais de la taille d'un Star Wars, parce que les dinosaures restent quelque chose qui se vendent énormément. Enfin, après, vous allez me dire, ce n'est pas que la licence Jurassic Park qui a le droit de vendre des dinosaures, évidemment, mais je pense que là, il y avait tout pour créer un empire encore plus costaud que ça n'est. Mais voilà, et puis je n'ai pas parlé
d'un des éléments les plus fous, c'est la musique. La musique qui transcende le film, qui fait qu'il y a plein de moments où on écoute juste la musique et donc on voyage dans le film sans avoir besoin de le revoir. Quelques notes et on y est pour de nouveau, pour toujours dans ce parc. Un film qui est... techniquement, c'est la masterclass, quoi. Il y a peut-être des gens qui vont moins aimer ou plus aimer les dinosaures, mais techniquement, le film, après l'avoir revu en cours de ciné, etc., ça reste la masterclass absolue. Donc voilà, pas vraiment de trucs négatifs à dire sur le film. Hein. Ce n'est, pour moi, ce film est parfait. Enfin, je vois pas trop ce qu'on pourrait lui reprocher, même si Kerr, du coup, va s'employer à nous dire en quoi le film est décevant. Non, bien évidemment, je vais pas le détruire, ce Jurassic Park, je n'y arriverai pas. Je vais commencer par un aspect un peu subjectif, et puis après, je vais partir sur une critique un peu plus... je vais essayer d'être un peu plus constructif dans ma critique. C'est-à-dire, Jurassic Park, moi, je l'ai vu dans un contexte qui est extrêmement... personnel, très particulier, c'est-à-dire c'est une surprise de ma maman qui m'emmène au cinéma, c'est le premier film que je voulais voir et elle m'y emmène en me faisant la surprise, peu de temps après le décès de mon papa, du coup j'ai une vraie fascination pour Jurassic Park qui est instantanée. Le film m'émerveille au cinéma, j'ai mes yeux de gamin, je découvre les dinosaures, le T-Rex est magnifique, le Brachiosaure aussi, je me rappelle de toute la séance, de l'endroit où j'étais dans la salle, etc. De la peur aussi que j'ai ressentie, comme toi, alors pas le Dilophosaure, moi c'était plus le Raptor. Le Raptor qui surgit là comme ça devant Ellie quand elle va remettre le courant. Et puis après, c'est un film qui va avoir... C'est littéralement le film, l'œuvre qui a le plus d'influence sur toute ma vie. C'est-à-dire que je vais m'intéresser aux dinosaures, je vais m'intéresser un peu à la science, je vais m'intéresser au cinéma. Enfin, sans Jurassic Park, il n'y a pas le Kerr qui vous parle aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Et l'attachement que j'ai pour Jurassic Park, c'est vraiment le truc dont je suis fan. C'est-à-dire que j'ai une étagère complète de goodies Jurassic Park. Alors, pas les goodies les plus chers, mais des trucs qui me tiennent à cœur. Tu vois, le Monde Perdu est le film que j'ai le plus attendu comme pas possible. On rappelle que ta femme se plaint souvent de ton costume de T-Rex, enfin de ton pyjama T-Rex qui prend beaucoup de place dans votre couple. Non, pas du tout. Par contre, j'ai un kawaii. J'ai un kawaii Jurassic Park très beau. Alors, j'ai un pull de Noël aussi. Mais enfin, j'ai des chaussures. Enfin, voilà, le truc de fan basique. Mais tu vois, par exemple, pour vous donner un exemple de truc assez dingue que j'ai fait sur Jurassic Park, tellement j'aime Jurassic Park, c'est quand je suis allé avec le collège à Canterbury, donc en Angleterre, c'était juste avant la sortie du Monde Perdu, j'ai acheté une boisson absolument immonde pour récupérer juste la canette qui était taguée Le Monde Perdu, qui était un produit dérivé, et je l'ai vidé dans le caniveau, et j'ai ramené cette canette que j'ai toujours très précieusement à la maison. Donc vraiment une passion pour Jurassic Park qui est là, et qui continue. Et objectivement, là, si vous me dites qu'est-ce que la créature la plus belle pour moi inventée par le cinéma, c'est le T-Rex. Un des personnages pour lequel j'ai le plus d'affection, c'est Alan Grant. C'est un film que, en plus, j'ai été amené à revoir et à revoir. Bon, je l'avais dit dans la vidéo sur Spielberg, mais par exemple, au collège, le midi, après la cantine, on avait toujours une cassette qui tournait dans le centre. Je sais plus comment, dans le foyer, on appelait ça. Et tu dansais au milieu des enfants pour faire le dinosaure qui rappe, c'est ça? Non, pas du tout. Il y avait le magnétoscope, il y avait la cassette, et en fait, ça tournait en boucle. C'était Jurassic Park pendant des mois, et moi, j'étais tous les midis en train de regarder mon Jurassic Park, etc. Donc, c'est le film que j'ai vu le plus de fois. Alors là, maintenant, j'y arriverai probablement au moins, mais il y a eu des années où j'étais capable de vous réciter le film sans problème. Et en fait, pourquoi cette fascination, outre le côté personnel qui, du coup, ne s'explique pas, c'est comme ça, c'est tout. Objectivement, sur le film, t'as dit, tout ce que t'as dit est vrai. C'est un film qui m'a marqué pour des scènes qui sont devenues cultes. Et pourquoi elles sont devenues cultes? C'est parce que Spielberg, par son génie, a réussi à rendre ces scènes extrêmement marquantes.
exemple, tu parlais de la musique, mais l'arrivée en hélicoptère sur Isla Nublar avec la musique de John Williams donne un plan qui, au cinéma à l'époque, est absolument incroyable. On passe de scènes où il y a de l'action, un peu un mélange de peur, de fascination aussi, à des scènes qui sont extrêmement belles. Et c'est là aussi où c'est une des forces de Jurassic Park par rapport à d'autres films de la franchise, c'est que le dinosaure est aussi un animal fascinant et d'une beauté folle. La scène du brachiosaure, qui est littéralement le premier dinosaure qu'on voit dans le film, puisque le raptor, dans la scène d'introduction, on ne le voit pas vraiment. Le brachiosaure, c'est magique, et encore aujourd'hui. Et j'ai fait un essai, il y a quelques années, sur mes neveux. Et le film, aujourd'hui, n'est pas censé être waouh. Eux, ils voient des trucs, et j'aurais mis juste la scène du brachiosaure. Et qu'est-ce que j'étais heureux. En fait, ils ont regardé cette scène et les deux, à la fin de la scène, étaient bouche bée, étaient comme ça. Par la scène du brachiosaure. Donc, et j'ai trouvé que en voyant T'es ça... sûr qu'ils n'étaient pas encore terrorisés de la scène de la cuisine des Velociraptors que tu venais de leur mettre? La scène du brachiosaure, ils n'ont vu que la scène du brachiosaure. Et en fait, la magie Jurassic Park fonctionne toujours. Recontextualisons un peu. La scène du T-Rex qui s'enfuit de son enclos, elle est complètement folle. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de films hollywoodiens qui vont nous proposer des scènes aussi intenses, aussi effrayantes, aussi avec la force du T-Rex. Enfin, il faut recontextualiser. Tu dis analyse bête et méchante, il y a des dinosaures, mais on n'avait littéralement jamais vu des dinosaures faire ça. Les Dents de la Mer, c'est pareil, c'est le premier gros requin qui massacre, etc. Tu sais que petite remarque, le film coûte 63 millions de dollars de budget. Et c'est 3 fois moins que The Acolyte. T'es dur. Ce ferait 189 et The Acolyte, ils ont annoncé 180. Donc en fait, le truc, c'est que la scène du T-Rex a coûté 1 million de dollars à elle toute seule. Donc c'était un gros pari, mais un pari extrêmement réussi. Oui, non, puis à côté de ça, tu vois, alors t'as parlé des personnages, mais il y a aussi toutes les répliques qui sont devenues cultes. Avez-vous prévu de montrer des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Le j'ai dépensé sans compter, et plein d'autres scènes. Mais il y a aussi, et là où je trouve que le film est très intéressant, alors déjà, tu disais, chaque scène, elles ont toute leur importance. C'est vrai, il y a même les scènes juste d'explication font partie, elles aussi, de l'aspect culte de Jurassic Park. La scène avec Monsieur ADN, désolé, mais elle est culte. Et le personnage, en tout cas, l'est devenu. Hein, il est sur plein de goodies, etc. Et il y a aussi une vraie réflexion sur l'homme et la science, par le biais de discussions surtout sur les remarques de Jeff Goldblum, enfin de Ian Malcolm, et aussi le fait que Alan Grant va dans son sens. Il y a la réflexion d'Ellie Slater à plusieurs reprises aussi sur on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la nature. La nature trouve toujours son chemin. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas anodin que Hammond, à un moment donné, parle de recréer une volée de condors. C'est que l'homme a fait disparaître de très nombreuses espèces animales. Et il y a aussi un message de Spielberg qui est, je trouve, très réussi dans le film. C'est assez étonnant que au moment de la sortie du film, il y a eu des critiques alors il y a eu de très bonnes critiques, il y a aussi eu des critiques qui étaient beaucoup moins emballées, et il y a quelque chose que je trouve très intéressant sur Jurassic Park, c'est qu'il a énormément marqué les enfants, alors que c'est un film qui n'est pas pour enfants, très clairement. C'est un film plus... pas d'épouvante, mais presque, quoi. Les dinosaures tuent, ça se passe la nuit, donc c'est pour un enfant à l'âge où nous on l'a vu, il y a énormément d'éléments dans le film qui sont très anxiogènes. Le raptor qui chasse littéralement des enfants dans la cuisine, on a la sortie du T-Rex, elle est effrayante, les enfants sont encore mis en danger, etc. Donc c'est un film qui a marqué les enfants, mais qui n'était pas destiné aux enfants. C'est pas E.T., c'est pas Indiana Jones. Alors Indiana Jones a des scènes qui peuvent être violentes et qui, quand on les a vus gamins, ont pu nous faire peur. Hein. Juste quand il arrache le cœur, par exemple, moi, gamin, ça m'a traumatisé. Mais Jurassic Park, c'était un autre niveau.
on est vraiment dans un film qui, quand t'es gamin et que tu vois ça, t'es face à un gigantisme qui te marque et qui, moi, m'a littéralement fasciné. Et qui a fait que, pour moi, toute l'iconographie Jurassic Park est devenue culte. Donc voilà, c'est un très grand film. Si vous l'avez jamais vu, on vous le conseille. Voilà, mon cher Greg, pour cet avis sur Jurassic Park. Un truc à rajouter ? Quelques trivia, des trucs que j'ai notés un peu partout sur Internet. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Voilà, donc toi qui es l'expert, tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas. Alors, quelques petites trivia. La première, je n'étais pas au courant. Tout le monde nous parle de l'anecdote de Aragorn qui se blesse dans sa scène le pied mais qui continue de jouer. Eh bien, ce n'est pas le seul acteur qui a continué à jouer malgré une douleur. Et effectivement, Laura Dern... Oui, le Dilophosaure est blessé quand il tue Nedry. Et donc en fait Laura Dern quand elle joue quand elle sort du bunker se blesse au pied et en fait malgré sa blessure elle continue et termine la scène pour être sûre que ce soit dans la boîte et que ça puisse être filmé. Tu savais ça? Donc c'est pour ça qu'elle boite dans la scène? Parce qu'elle boite dans la scène. Elle a trébuché et s'est blessée à la cheville, ce qui l'a fait boiter. Oui, parce que dans cette scène-là, après sa chute, elle boite. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes autour de la scène du T-Rex. Déjà, la première chose, c'est que il a vraiment plu. Donc, ils avaient prévu une pluie artificielle, mais qu'il a vraiment plu et plu beaucoup plus que prévu. Ce qui a fait que les normes animatronics du T-Rex avaient donc la couche de la fausse peau et également des couches à l'intérieur de protection contre la pluie qui se sont retrouvées pleines d'eau et le T-Rex s'est mis à faire des mouvements inattendus puisque trop lourds qui ont commencé à foutre les jetons aux acteurs lors des scènes puisque effectivement le T-Rex arrivait à faire des choses qu'il ne devait pas. La scène où il déchire le toit de la Jeep notamment pour d'autres raisons a été beaucoup plus violent que ce qui était prévu, ce qui fait que les scènes des réactions des acteurs sont aussi terrifiées. C'est parce que le T-Rex effectivement a défoncé la voiture de manière beaucoup plus violente que il ne pensait que c'était prévu. Si on parle un petit peu de son... N'hésite pas à m'arrêter, hein, tu es l'expert français de Jurassic Park. Les cris des T-Rex, alors moi il y en a deux qui sont marrants. Donc le T-Rex, c'est les bruits d'un bébé éléphant, d'un tigre et d'un alligator qui sont mixés pour faire le cri du T-Rex. Et les vélociraptors... Et il est exceptionnel. Le cri du T-Rex, est-ce que c'est pas le cri le plus iconique du cinéma? Et le son des vélociraptors, quel animal penses-tu qu'ils ont pris? Aucune idée. Moi, je l'ai su, mais... C'est l'enregistrement de tortues qui s'accouplent. J'ai trouvé ça fou. Franchement, tu vas tranquillement dans un aquarium visiter un peu tout ça et voir des tortues. Si elles s'accouplent et qu'elles font ce bruit-là, moi je peux te dire que je me barre en courant. Ouais. Un autre truc, on parle beaucoup des effets spéciaux, mais il faut savoir qu'à la base, du coup, Spielberg avait envisagé, donc avant que ILM lui fasse la démo pour lui montrer qu'ils étaient capables en 3D de faire des dinosaures et tout, il avait envisagé l'option de faire ça en stop motion. Je pense que on aurait été déçus. Ça aurait clairement pas été le même film. Et ensuite, il faut savoir qu'ils ont filmé des vrais lézards, notamment pour les plans serrés sur des peaux, sur des pupilles, pour justement que ça fasse plus vrai que nature, puisque effectivement, c'était vraiment la nature. Voilà pour les quelques petits trivia que je trouvais marrants. Moi, je rajouterais quand même des éléments qui sont connus de presque... Alors que je vous montre quand même la canette du Monde Perdu. Voilà. Hein, je ne l'ai point inventé. Et alors moi, je vais vous conseiller plutôt un bouquin qui est vraiment une référence, qui est sorti il y a quelques temps aux États-Unis et qui vient d'avoir une édition française. Il coûte bonbon, hein, je crois que je l'ai payé 60 balles. Il est magnifique. Il y a énormément d'infos sur le film, sur le tournage. Il y a plein de petits éléments, un peu des petits documents, etc. Enfin, je peux pas trop vous montrer, mais je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de tourner.
J'ai pas d'action dans le bouquin, donc vous faites ce que vous voulez, vous l'achetez pas. Il est très beau. Il est cher, mais il risque de ne pas être réédité. Il est assez difficile à trouver. Donc, si vous le voyez et que vous aimez Jurassic Park, sautez dessus. C'est vraiment un bijou. Moi, on me l'a offert en VO et comme vraiment, je le trouvais génial, je l'ai repris en français aussi. Et alors, sur les éléments de l'époque, et sur le film en lui-même, Spielberg a pris beaucoup de liberté, notamment sur les dinosaures, il faut le savoir, vous devez le savoir. Par exemple, le Vélociraptor n'est pas du tout un Vélociraptor dans le film, c'est plutôt un Utahraptor qu'un Vélociraptor. Les Vélociraptors étaient plus petits. Le Dilophosaure, lui, paradoxalement, était beaucoup plus grand. Un Dilophosaure, ça faisait dans les 3 mètres. Donc voilà, Spielberg a pris plein de liberté aussi, dans l'intérêt d'en faire un film hollywoodien, blockbuster, comme il le fait si bien depuis Les Dents de la Mer. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais il y a des tonnes et des tonnes d'anecdotes sur Jurassic Park, mon cher Greg. Voilà, la prochaine vidéo, critique rétro du Monde Perdu. Donc on va passer au deuxième film Jurassic Park, qui lui ne fait pas l'unanimité. On va voir ce qu'en pense Greg, on va voir ce que moi j'en pense. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça aide bien évidemment la vidéo, mais aussi la chaîne à sortir des méandres de l'algorithme YouTube. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Voilà, et on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao. Et n'oubliez pas de remercier John pour ce merveilleux week-end.